Et j'aimerais beaucoup, Lise, que tu nous parles de ton parcours entre le moment où tu es toute jeune, je le signale, parce que quand on voit ton CV, waouh, franchement, C'est parce que si j'ai eu tu la... continues, si tu continues comme ça, je ne sais pas où tu vas aller, mais en tous les cas, c'est formidable de voir justement des personnes qui ont un parcours dans la maladie puis et qui sont là avec beaucoup d'enthousiasme et qui s'engagent. Donc, Lise, peux-tu nous expliquer un petit peu qu'est-ce qui t'a motivé là et qu'est-ce qui t'a amené dans ces différents champs dans lesquels tu es aujourd'hui? Et puis passé, parce que tu as un passé déjà important. C'est par chance et par malchance parce que j'ai eu un cancer jeune en fait à 19 ans et donc j'ai été très rapidement en fait confrontée à des problématiques de vie telles que celle-ci et j'ai très vite ressenti le besoin de m'engager moi à la suite de mon cancer. Moi je pouvais pas rester sans rien faire et peut-être parce que quelqu'un un jour m'a dit en tout début de traitement et sur le coup je l'avais très mal pris. Mais en fait, maintenant, j'y repense et je me dis, cette femme, elle avait complètement raison. Au tout début de la maladie, voilà, on cherchait à tout prix à me guérir de toutes les manières X, Y, Z. Je suis allée voir moult professionnels de santé, dont une naturopathe, qui m'a fait de la numérologie et qui m'a dit, votre numéro, c'est le 2. Donc, si vous avez votre cancer, c'est parce que vous devriez en faire quelque chose plus tard. Voilà ce qu'elle m'a dit. Moi, j'étais au bout de ma vie. J'avais l'impression que j'allais mourir la semaine prochaine. Et elle m'a dit ça, je me dis, cette femme, elle n'a pas les mots, en fait. Enfin, c'est un manque de tact total, parce qu'en gros, c'est comme si je méritais mon cancer, parce que par la suite, il fallait que j'en fasse quelque chose. Donc, j'ai trop mal pris, mais en fait, elle ne devait pas avoir si tort que ça, cette femme, parce que ça a décanté. Et aujourd'hui, voilà, j'ai fait mon chemin finalement et j'ai construit que ce soit mon parcours pro, mais aussi mon parcours perso et associatif, je l'ai construit finalement avec cette particularité, le fait d'avoir eu un cancer jeune et le fait aussi d'avoir eu un parcours un peu complexe. Hein. Je ne vais pas détailler mon parcours, mais ça a duré un certain temps. J'ai visité plein d'endroits, j'ai participé à plein de choses, dont un essai clinique notamment. Et donc, toutes ces expériences, finalement, elles m'ont permis de toucher à plein de choses et de voir ce qui m'intéressait un peu moins, ce que j'avais envie d'avancer. Et là où je me disais, c'est fou, il manque un regard patient quand on développe des choses, voilà, il manque quelque chose là, il y a quelque chose qui pêche. Et donc d'abord, je me suis engagée associativement, parce que pour moi, c'était ça l'engagement en fait, c'était s'engager dans une asso. Je ne savais pas encore que le terme de patient partenaire, j'en avais aucune idée. Bon, mais je vous parle de ça, donc j'avais un cancer quand j'avais 19 ans, là aujourd'hui j'en ai 27, donc c'était il y a 8 ans, donc il n'y a pas si longtemps que ça, mais pour moi c'était il y a longtemps. Et donc, les assos d'abord, sur l'accompagnement pair à pair, parce que j'avais besoin de redonner aux autres ce que moi j'avais eu envie d'avoir, c'est-à-dire des gens qui m'épaulent et qui me racontent comment ça se passe, comment la suite des traitements on fait, comment on s'en relève, comment on avance avec toutes ces interrogations. Surtout que quand on est jeune, on a plein de... Voilà, on a plein d'interrogations de vie sur la suite qui nous viennent en tête. Alors, pas que quand on est jeune, bien sûr, mais quand on est jeune, on a du mal à trouver les réponses avec des pères, justement parce qu'on ne connaît pas de pères comme nous qui ont eu un cancer à cet âge-là. Et donc, on ne sait pas vers qui se tourner. Voilà. Donc, d'abord comme ça. Et puis, de fil en aiguille, j'ai commencé un peu davantage à m'investir à titre, on va dire, de représentante. Donc, quand je suis devenue présidente de l'association, on m'a fait de plus en plus intervenir dans des conférences, dans des groupes de travail, parce que justement, j'avais cette casquette jeune patient qui aujourd'hui est assez intéressante puisque la plupart des associations donc, ont des bénévoles souvent un peu plus âgés, des représentants un peu plus âgés. Et donc, moi, je venais d'une association constituée exclusivement de jeunes. Et donc, là, c'était l'idée de dire, on a envie de faire intervenir un jeune, faisons intervenir cet asso. Et comme j'étais la présidente de l'asso et que j'aimais bien faire ça, souvent c'était moi qui prenais la parole. Donc, je me suis un peu fait connaître comme ça. Et puis, j'ai commencé après à donner un peu de cours dans des instituts de cancérologie, donc toujours en binôme avec un soignant. Et ça plaisait bien. Et moi, je me suis rendu compte que je m'épanouissais là-dedans, peut-être même davantage plus que dans l'accompagnement de pair à pair. Chose que j'adore toujours faire et que j'aimais toujours faire, mais où je sentais que j'étais pas loin d'être la meilleure. Et encore aujourd'hui, des fois, j'ai du mal à accompagner des pères malades. Peut-être parce que je suis trop loin, peut-être parce que je n'ai plus les mots. Enfin,
voilà, je pense, enfin, avec un recul, je pense que je suis loin d'être la meilleure dans l'accompagnement psychologique, on va dire. Mais par contre, je me débrouille, je trouve plutôt pas mal dans justement, d'en parler de ce que c'est qu'un jeune avec un cancer, parler des répercussions de la vie avec la maladie, parler de plein de choses. Ça, pour le coup, je m'épanouis là-dedans et je trouve ça, enfin, je trouve que j'en ai fait une force. Et donc, comme j'étais jeune aussi et que j'ai continué mes études en parallèle de mon engagement associatif, et ben forcément, tout ça, ça a découlé sur mon parcours professionnel. Et j'ai souhaité m'orienter professionnellement vers quelque chose qui avait du sens pour moi et qui me permettait de lier finalement tout ça, en fait, mon expérience de vie avec la maladie, ce que j'aimais faire. Je suis scientifique de base, donc mes études scientifiques, donc en rapport avec le cancer, etc. Et donc, j'ai commencé à travailler dans le champ de la cancérologie, mais côté communication, parce que c'était aussi là où je menais mes études. Et donc, ce travail m'a permis, encore une fois, de continuer à exploiter aussi tout mon regard patient et de commencer à mettre le pied dans dans d'autres instances parce que j'avais, entre guillemets, un peu de temps pour le faire, parce que voilà, mon employeur acceptait que je le fasse aussi parce que ça apportait sur le côté professionnel de mon métier, comme mon métier avait un rapport avec ces engagements-là, j'avais la possibilité de pouvoir aménager mon emploi du temps de travail avec ces contraintes professionnelles-là. Donc, j'en parle parce qu'au contraire de plein de patients qui sont relativement jeunes, c'est vrai que c'est difficile de concilier une activité professionnelle avec tous ces engagements qui prennent énormément de temps. Moi, j'avais cette latitude de pouvoir faire ça en parallèle ou alors, après, moi, j'ai toujours été très hyper active. Donc, moi, les soirées passées en conférence ou autour de table ronde et à discuter, à manger des petits pots avec des chercheurs, je les passais là, mes soirées, et pas au bar avec d'autres copains. C'est un choix de vie aussi, hein, finalement. Donc, le parcours professionnel, finalement, j'ai continué à évoluer comme ça. Et finalement, moi, j'ai jamais eu de formation que ce soit patient expert, patient engagé, patient partenaire, j'ai jamais eu de formation en tant que telle pour devenir patient expert, etc. Mais ce sont mes expériences et l'acquis des expériences qui font que aujourd'hui, je me considère comme légitime pour avoir cette place de patiente engagée, pour pouvoir parler en tant que telle. Après, ça se discute encore une fois, mais moi, je n'ai pas ressenti le besoin de faire une formation supplémentaire sur l'accompagnement de patients ou patients experts pour pouvoir me sentir reconnue, légitime dans ma position de patiente engagée. Et donc, juste, je t'interromps parce que, comme tu le disais, tu as été reconnu, on va dire, reconnu par ce milieu, et puis ce qui t'a conduit aussi à faire aussi partie d'un comité de protection des patients. Donc, Voilà. tu pourrais peut-être nous parler un peu, parce que ça ne dit peut-être pas, tout le monde ne sait pas ce que c'est qu'un comité de protection des patients et combien c'est pourtant important dans la recherche. Et puis aussi dans la recherche avec le Cyril Brio, où là, c'est avec ta casquette de professionnel, mais en même temps, j'aimerais bien que tu nous parles de ça, parce que cet emploi était aussi, parce que tu étais patiente, ça a été un plus. Voilà, Donc, alors, voilà, parle-nous un petit peu de ces deux expériences. ça marche. Donc en fait, voilà, donc j'ai été recrutée à la suite de mon stage. Donc, j'ai fait un stage de Master 2, donc j'étais en communication scientifique. Donc, j'ai été recrutée au CIRIC Brio, donc le site de recherche en cancérologie de Bordeaux, en tant qu'assistante de communication. Mais voilà, tout le monde était bien au courant que j'avais mon expérience de patiente. Et puis, ça en faisait un certain plus aussi pour un site de recherche engagé sur le cancer qui avait en plus envie de s'engager sur cette démarche implication des patients. Recruter une patiente, ça avait du sens en fait. Donc, on m'a recrutée parce que j'étais une communicante, mais aussi pour cette casquette patiente. On pourra en reparler d'ailleurs parce que, par contre, il n'a jamais été question de le mentionner sur une fiche de poste et il n'a jamais malheureusement été question d'une reconnaissance finalement de ce statut de patiente. Ça a toujours été un peu mis sous la table. Et on m'a même dit, bah non, on ne va pas l'écrire sur la fiche de poste parce que tu te rends compte, ce serait discriminatoire pour ceux qui voudraient un poste comme le tien parce qu'ils ne sont pas patients. Alors, Voilà. peut-être que, parce que ça fait quelques années quand même, peut-être que là, en 2022, les choses auraient changé. C'était en 2020, c'était pas si. Enfin, 2020-2021, Eh c'était il n'y a oui, pas mais si je sais pas, je trouve que longtemps. ça va très vite, l'évolution des mentalités. Donc, écoute, Peut-être.
Ah, ce serait une question à poser en tous les cas. Peut-être. Mais en tout cas, ça ne m'a pas empêché voilà, de mener mes actions à la fois de communication, d'application des patients. Et donc, mon travail, c'était, en dehors des missions de communication habituelles, c'était de savoir comment est-ce qu'on pouvait davantage impliquer les patients dans la recherche en cancérologie. Donc, surtout la recherche, on appelle ça la recherche translationnelle, c'est-à-dire du laboratoire au patient. Ce n'est pas forcément que les essais cliniques, c'est beaucoup plus large. Hein. Il y a de la recherche fondamentale qui est parfois justement beaucoup moins palpable pour les patients. Et donc, c'était de réfléchir à comment on pouvait faire pour impliquer les patients dans cette recherche. Donc, on a mené plusieurs choses, et notamment un comité de patients et d'aidants dont Sabine a fait partie dès le début, et puis qui maintenant co-gère ce comité de patients. Voilà, le but, c'était de faire évaluer les projets de recherche par des patients et pour plus tard proposer ces projets de recherche à une labellisation nationale. Donc, il y avait quand même un gros enjeu pour ces projets de recherche. Donc, c'était un projet assez ambitieux parce que c'était la première fois que des projets de recherche complètement scientifiques étaient relus et analysés avec un regard patient. Et donc, voilà, ça a été tout un travail de sélectionner les patients qui feraient partie du comité, etc. Enfin, c'est un peu long pour en parler aujourd'hui, mais voilà une action que j'ai menée. Et puis, en parallèle, j'étais donc bénévole, oui, voilà, on peut dire bénévole au sein d'un comité de protection des personnes à Bordeaux. Donc, je faisais ça en parallèle de mon travail. Et donc, j'étais en qualité de représentante des usagers, parce que donc les comités de protection des personnes, ce sont les comités qui valident ou non la possibilité d'un essai clinique de rentrer sur le marché. Ça passe devant un CPP qui étudie justement est-ce que cet essai est éthique pour la personne, est-ce qu'on autorise cet essai. Et donc, c'est évalué par deux collèges, donc un collège citoyen et un collège scientifique. Et donc, dans ce collège citoyen, il y a des places pour des représentants des usagers. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner si ça vous intéresse, la recherche clinique, pour en faire partie. Et donc, moi, je faisais partie du collège citoyen et donc je relisais les protocoles d'essais cliniques qui ensuite allaient pouvoir être validés et être mis en place. Alors, je mets quand même un bémol sur l'implication des patients en recherche dans ce type de comité, c'est que autant on a notre voix a le même poids que tous les gens qui nous entourent, ça c'est un fait. Par contre, on n'est pas nommé sur les mêmes dossiers qu'un médecin, qu'un pharmacien, voilà, que quelqu'un de scientifique. Nous, on va nous demander d'analyser précisément des dossiers qui concernent des questionnaires ou des choses qui n'impliquent pas directement la personne humaine, c'est-à-dire où il n'y a pas d'intervention médicale, pas de médicaments. En gros, voilà, sans trop d'investissement pour la personne qui ensuite va être introduite dans cet essai. Nous, on est nommé sur des recherches qu'on appelle de type 3, sur ces recherches finalement qui n'impliquent pas la personne humaine, au contraire des pharmaciens, médecins, etc., scientifiques, statisticiens, qui là vont être nommés sur des dossiers qui concernent des médicaments directement. Par contre, on fait quand même partie du comité dans sa globalité et donc on est présent lors des présentations des dossiers et on a le droit de poser nos questions, de mettre un bémol, de demander des compléments. Voilà, on a tout à fait cette possibilité-là, mais par contre, ce n'est pas nous qui déciderons si oui ou non les stress sera perduré parce que nous, on ne nous attend pas sur ces dossiers-là. Donc voilà, donc ça, ce sont deux expériences que j'ai menées dans le cadre de la recherche. Puis tu voulais rapidement que je parle des institutions aussi. Parce qu'en fait, tu avais aussi le relectrice aussi de protocole à la Ligue, qui est aussi une autre activité qui peut être proposée aux patients. C'est ça, parce que donc les essais cliniques, moi, c'est un peu mon cheval de bataille pour avoir moi-même participé à un essai. Et donc, avant de faire partie de ce comité de protection des personnes, j'ai commencé par relire des notices d'information à destination des patients, donc avec la Ligue contre le cancer. Pareil, si ça vous intéresse, il y a un comité de relecture qui est ouvert à tous et où on postule et on peut relire des notices d'information pour compléter et améliorer la notice pour qu'elle soit davantage comprise par les patients à la suite. Et donc, c'est de cet engagement-là qui me plaisait pas mal, que j'ai voulu ensuite faire partie de ce comité de protection des personnes. Parce que, voilà, en tant que relectrice de notices d'information, je trouvais qu'on n'allait pas encore assez loin parce qu'on nous demandait de relire et d'améliorer finalement la notice. Mais on n'avait aucun retour sur est-ce que ça avait été pris en compte, oui, non, par les promoteurs. Est-ce que finalement, voilà, on en avait fait quelque chose de toutes nos remarques et qu'est-ce qui était bien, pas bien, par rapport à tout ce qu'on faisait comme commentaire, on n'avait finalement aucun retour parce que c'est un travail très solitaire. On reçoit les protocoles, les notices chez nous, on les relit, on les renvoie, mais finalement, on n'échange pas avec les autres.
Et donc, c'est pour ça que intégrer un comité de protection des personnes, ça m'a permis d'être plus dans l'échange autour, donc, cette fois-ci, du protocole et pas que de la notice d'information. Là, c'était vraiment le protocole en lui-même. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Lise.